Bonjour et bienvenue sur la chaîne de AFG Banque Gabon. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre des actions de notre institution pour la campagne Octobre Rose 2025 dans un webinaire qui portera sur le thème de l'engagement, la sensibilisation pour lutter contre la cause. Alors j'ai avec moi aujourd'hui deux spécialistes, notamment le docteur Halima Koulibaly qui est oncologue médical et également le docteur Bonga Odile qui est, elle, psychologue, psychothérapeute. Je vais les laisser se présenter de manière un petit peu plus approfondie et je vais les accueillir tout de suite avec moi. Alors, bonjour, docteur Halima. Bonjour madame. Je vais vous laisser parler un petit peu plus en détail de votre spécialité pour permettre à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui de comprendre un petit peu plus quel est le rôle de votre spécialité. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis docteur Koulibaly Halima, je suis oncologue médical et en exercice à la polyclinique docteur Chambrier. Et le rôle de l'oncologue médical, c'est le traitement médicamenteux des cancers, tout en sachant qu'il y a plusieurs traitements qui peuvent être proposés pour traiter les cancers. Donc l'oncologue médical, il applique des traitements médicamenteux lorsque le diagnostic des cancers est confirmé. Donc j'espère que je remercie d'abord AFG Bank de m'avoir invité pour essayer d'édifier les unes et les uns et les autres sur l'importance du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Donc, Merci, merci. docteur Halima. Alors, en second plan, nous avons, pas des moindres, le docteur Bunga qui va, elle, nous expliquer un petit peu plus quelle est la spécialité. Donc elle est j'ai dit psychologue, mais elle est psychologue clinicienne, psychothérapeute. Donc bonjour, docteur Bunga Osawa. Je vous laisse nous expliquer, pardon, un petit peu plus quel est le rôle spécifique que vous, de votre spécialité. Bonjour tout le monde. Alors, je suis au docteur Odile Andrea Bunga, née Osawa. Je suis psychologue clinicien, psychothérapeute, comme l'a dit Madame Obama. Je suis consultant donc à AFG dans le cadre de la prise en charge des patients, du personnel qui en éprouve le besoin. Alors, mon travail de psychologue consiste à quoi? Je suis installée en cabinet, en libéral donc. Je reçois toute personne en proie à des problèmes psychologiques. Bah, en fait, tous les problèmes qui peuvent se poser dans la vie quotidienne et qui peuvent engendrer des troubles psychiques. Merci, docteur Bunga Osawa. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer à débattre, des nombreuses questions qu'on peut se poser sur ces maladies qui nous permettent d'être aujourd'hui ici présentes. Alors, je vais commencer par, vous, docteur, Halima. Alors, c'est vrai on va pas nécessairement aller dans les chiffres spécifiques, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail de la classification des cancers, portés par Octobre Rose, donc du sein et du col de l'utérus, du classement qu'ils ont au niveau national, mais aussi au niveau international? Sur le plan mondial, depuis environ 5 à 4 ans, le cancer du côlon, du poumon était au premier rang, 11,7%. Mais depuis ces dernières années, ces 3 dernières années, le cancer du sein a déclassé le cancer du poumon et le cancer du côlon. Donc, à l'échelle mondiale, le cancer du sein est le premier cancer diagnostiqué, tous sexes confondus. Et plus précisément, dans notre contrée, ici au Gabon, le cancer du sein demeure le premier cancer, également tous sexes confondus, et chez les femmes. Donc, cancer du sein occupe le premier rang à l'échelle mondiale et au Gabon, et le cancer du col de l'utérus occupe le deuxième rang au Gabon, tous sexes confondus. En termes des chiffres actualisés, je pense que on va pas trop en dire plus parce que chaque année, il y a un registre national des cancers qui permet de faire l'actualisation pour avoir les chiffres réels des cancers. Mais le rang jusqu'en 2023, le cancer du sein occupe le premier rang, le col de l'utérus, le second plan, que ce soit aussi bien à l'échelle mondiale que sur le plan national. Vous parlez là, enfin, des données chiffrées. Ces données, est-ce qu'elles sont accessibles à l'ensemble de la population ou ce sont des informations qui sont Non, dédiées à l'environnement médical et aux professionnels du secteur? non, c'est pas, c'est des chiffres qui peuvent être donnés, mais il faut d'abord que ce soit des chiffres qui sont actualisés.
2023, 2024, 2025. Et quand ces chiffres sont actualisés, le ministère de la Santé est informé et on informe le grand public sur la prévalence des cancers du sein et du col de l'utérus. Donc, quand on n'a pas les chiffres actualisés, on se retient un peu de donner des chiffres erronés. Oui, bien sûr. Voilà. Alors vous parliez de la première et de la deuxième, oui, du deuxième rang du classement des cancers, Du col de pour ceux, l'utérus. bon, oui, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, donc du sein et du col de l'utérus, donc c'est quand même assez effrayant. Je n'ose pas imaginer le nombre de patients que vous devez l'une et l'autre, rencontrer dans le cadre de ces affections. Je vais peut-être me tourner vers le docteur Bunga. Est-ce que vous avez dans le cadre de vos, activités, l'occasion d'échanger, d'interagir, de suivre des patients atteints de ces cancers-là et comment est-ce que vous appréhendez et les accompagnez dans le processus d'acceptation de la maladie, mais surtout dans, tout ce qui va s'ensuivre, le travail, d'accompagnement avec les proches, le regard des autres, pour les femmes ou pour les hommes même, ce que ça peut impliquer aussi sur les modifications physiques et cetera. Comment est-ce que vous gérez cette situation-là avec les patients? Je vous remercie. Je suis en libéral, donc ce qui veut dire que je reçois que des patients qui viennent vers moi spontanément. Mais il faut dire que depuis que je suis à AFG, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de patients, soit du personnel, soit des conjoints, de- des agents qui viennent vers moi justement pour un accompagnement par rapport au diagnostic de cancer. Et c'est à ce moment-là que je reçois les patients. Donc, je ne peux pas dire que c'est le même accompagnement que ceux qui sont, par exemple, en service de cancérologie, parce que je sais qu'il y a des collègues qui se retrouvent au service de cancérologie comme dans d'autres services, parce qu'il faut dire que la prise en charge psychologique concerne un peu toutes les maladies. Surtout lorsqu'on a en face de soi des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, et cetera, où il y a justement une grande composante, psychosomatique qui intervient. D'accord. Alors, je vais peut-être me tourner après vers le docteur Halima pour peut-être qu'elle nous partage le ressenti de ses collègues. Je ne sais Mmh. pas si puisque vous parliez des psychothérapeutes qui, eux, sont vraiment dans les centres de cancérologie et qui, eux, peuvent être amenés à vraiment interagir de manière plus récurrente avec ce type de malade. Mais, pour le coup, pour les quelques cas que vous avez eu à accompagner, comment est-ce que vous appréhendez la chose et comment est-ce que vous aidez les patients à appréhender la situation? Alors, le plus souvent, ils viennent vers moi, ils ont déjà été diagnostiqués, ils ont suivi le traitement, ils sont en post-guérison après Bien donc le sûr. cancer. Et il y en a qui viennent pour des récidives. J'ai reçu beaucoup pour des récidives, mais vraiment d'un cancer à un autre, hein. C'est-à-dire que le premier diagnostic a été un cancer c'était l'estomac, je crois, et quand elle revient après, c'était un cancer du poumon ou quelque chose comme ça, mais vraiment complètement, différent. Ça n'avait rien à voir avec les le cancer diagnostiqué précédemment. Après donc, traitement et après diagnostic, mais vraiment guérison, hein, complète. 3 ans ou 4 ans après, elle a récidivé, mais avec un autre cancer complètement, tout aussi différent. Donc là, maintenant, le suivi un peu commence déjà par essayer de trouver qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces différents cancers. Donc essayer aller maintenant donc dans la vie du sujet, essayer aller regarder un peu quelle est sa façon de appréhender les choses dans son vécu, hein. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui sont très, introvertis et qui ne verbalisent pas beaucoup, qui ne se confient pas beaucoup, et en introjectant enfin en introjectant, oui, oui, enfin, en intériorisant tout ce qui se passe, on peut amener à exprimer différemment justement les émotions et autres. D'ailleurs, hein, si on parle des cancers en général, on dit que c'est psychosomatique. Pourquoi? Parce que les gens ne verbalisent pas beaucoup. Mmh. Au contraire, toutes les émotions enfouies, à un moment donné, s'expriment dans le corps, donc par l'éruption de certaines pathologies. C'est exactement ce que enfin, la question qui m'est venue lorsque vous avez présenté votre spécialité. Je me suis dit effectivement, heu,
au nombre des facteurs qu'on peut identifier comme, parce qu'on ne pourra jamais dire de façon claire et précise à quoi est dû un cancer, mais, au nombre des facteurs qu'on peut compter comme, à l'origine d'un cancer. C'est vrai que les causes, de stress, de voilà, de le fait on se ronge on se laisse ronger, pardon, par les émotions négatives et cetera, le stress, voilà, le travail en excès. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent favoriser, la venue d'un cancer? Donc, il faut noter que les facteurs de risque des cancers sont divers, hein. Tout à l'heure, elle a évoqué un truc très important. Elle a dit une dame qui a un cancer de, par exemple, de l'estomac. Après, elle vit pour un autre cancer. Mmh. En général, il y a une composante génétique qu'il faut rechercher. C'est une des grandes causes. Les causes génétiques. Il y a des personnes qui naissent avec des mutations au Mmh. niveau de certains gènes. Voilà. Normalement, en temps normal, nous avons des gènes dans nos corps qu'on appelle les gènes suppresseurs des tumeurs. Ces gènes ont pour rôle de nous protéger contre les altérations de l'ADN Mmh. pour éviter qu'on aboutisse au stade cancer. Mais parfois, ces gènes sont défaillants. Donc, quand ces gènes sont défaillants, on ne pourra pas lutter contre le cancer. OK. Donc, les causes génétiques, c'est une des causes de la survenue des cancers. Mmh. Nous avons également des causes familiales. Je prends un exemple, les apparentés de premier degré. On a tous vu des cas comme ça où la grande sœur vient pour un cancer du sein. Après elle, c'est la cadette qui vient pour un cancer du sein. Après, c'est la troisième de la fratrie qui vient pour un cancer du sein. Il y a des causes familiales et ces personnes-là, on doit les surveiller comme de l'huile sur le feu. Donc, causes génétiques, il y a des causes familiales. Il y a aussi des causes environnementales. Mmh, mmh, mmh. Les causes environnementales, c'est quoi? C'est divers. C'est la pollution atmosphérique. Mmh. On s'est tous baladés dehors, le carburant des voitures. On a tous marché dans des stations-service. On a humé les hydrocarbures, les pesticides que nous utilisons, qui vont dénaturer notre ADN et favoriser l'installation du cancer. Il y a aussi des causes infectieuses des cancers, surtout en Afrique, surtout en Mmh. Afrique. Un des principaux cancers dont nous allons parler, le col de l'utérus. C'est un cancer qui est dû à quoi? Un agent infectieux. Mmh. L'agent infectieux, c'est quoi? C'est le Hop. HPV, le virus du Le papillome ouais. humain. Mmh. Donc, le cancer, il n'y a pas une cause, c'est des causes. Donc, c'est toutes ces causes-là qui vont aller agir au niveau de l'ADN, dénaturer l'ADN, qui va favoriser l'installation du cancer. Voilà. Alors, on va pas essayer d'alarmer les gens, même si c'est très important de savoir tout ça, mais du coup, comment se prémunir au mieux, heu, ben, de ces types de cancers-là? Bon, là, en l'occurrence, on va être sur celui du sein, celui du col de l'utérus. Quels sont les meilleurs conseils que vous pourriez donner, vous, en tant que spécialiste, pour, limiter au maximum les risques de survenue de cancer? Pour certains cancers dont les causes sont identifiables, Mmh. il faut lutter contre ces facteurs de risque. Toujours sur le col de l'utérus, je vais revenir parce que c'est un cancer qui est intéressant Oui. à connaître parce qu'il est très riche en facteurs de risque. Mmh. Les facteurs de risque des cancers du col, le principal agent pathogène, c'est quoi? C'est le virus du papillome humain. Oui. Donc, le papillome humain, tout le monde l'a rencontré. Près de 90% des personnes qui ont une activité génitale ont rencontré ce virus-là. Donc, on peut lutter contre le HPV en faisant quoi? C'est la prévention. La prévention passe par quoi? La vaccination. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui adoptent la vaccination. On vaccine nos jeunes enfants, nos jeunes adolescents pour éviter que le HPV fasse des dégâts ultérieurement. Donc, c'est en luttant contre les facteurs de risque, à part le HPV, toujours le col de l'utérus parce que c'est le Mmh. plus simple. C'est ça. Donc, quand je lutte contre le HPV, ça c'est intéressant. Il y a d'autres facteurs de risque qu'on appelle les cofacteurs de risque. Les Mmh. cofacteurs de risque, c'est quoi? C'est la multiplicité des partenaires. Une dame peut avoir 3 partenaires Mmh. sexuels. Donc, plus je fréquente, plus j'ai des rapports sexuels avec plusieurs hommes différents, plus j'ai des chances de rencontrer ces virus-là. La prostitution, une dame qui se prostitue a 10 partenaires sexuels par nuit, donc elle fragilise son col de l'utérus. Mmh. Or, c'est le col de l'utérus que le HPV aime venir s'installer. Je m'excuse, hein, sans vouloir vous D'accord. couper. Dans ce cas de figure-là, est-ce que le fait d'utiliser un contraceptif, hein, donc de ce Exemple. préservatif, voilà, un préservatif, est-ce que ça peut, aider à limiter le risque, même si on multiplie les partenaires? Ce n'est pas ce qu'on vous encourage à faire, mais l'idée étant de trouver des palliatifs parce que bon, c'est pas toujours évident de changer les comportements, mais derrière, est-ce que l'usage d'un contraceptif peut amoindrir le risque? Et quand on dit contraceptif, on parle du Oui, préservatif. tout à fait. Voilà, le HPV se transmet par contact Mmh. sexuel. Donc, le préservatif ne protège pas toute la verge, si je Mmh. peux me permettre. Il est à C'est moitié important à et l'autre préciser. partie n'est Mmh. pas protégée. Si, si. Donc, il n'est pas 100% fiable. Fiable.
Vous voyez? Nous devons modifier nos habitudes de vie, éviter d'avoir les partenaires multiples, éviter la prostitution. On sait aussi qu'il y a des facteurs de risque communs à tous les cancers. L'alcool, le tabac. Vous savez tout ce que c'est des carcinogènes chimiques qui vont détruire l'ADN. Donc, si on peut lutter contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, les infections à VIH, à herpès virus, sont des virus qui vont aller s'installer dans notre corps, aller créer des dommages au niveau de l'utérus. Or, le HPV en français facile aime cette fragilité-là. Est-ce qu'il l'aime? Quand c'est fragile, l'immunité est basse. Bien sûr. Donc, je vais moins lutter pour l'éliminer. Donc, je veux persister et demeurer et créer un cancer. Je me tourne maintenant vers vous, du coup, docteur Bunga. Lorsqu'on est face à quelqu'un qui a contracté, qui est atteint on va parler du cancer du col de l'utérus, Mhm. dont on sait que son parcours a peut-être favorisé la venue de ce cancer-là. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour lui ôter au moins cette double charge de fardeau, de se dire que ben, je suis responsable de ma maladie? Comment est-ce qu'on s'adresse à ce type de patient-là? Alors, déjà, ça dépend de à quel stade le patient vous arrive. Il faut dire que, bon, normalement, dans les pays bien organisés, le, l'accompagnement psychologique commence dès l'annonce de La maladie. la maladie. Mais déjà, on peut, lorsqu'on voit déjà dans les séances de sensibilisation Octobre Rose, par exemple, le psychologue doit être là déjà présent lors des dépistages pour amener les gens justement sensibilisés, informés, pour amener les gens, le plus grand nombre, à se faire dépister. C'est là où commence le travail. Et ensuite, après dépistage, lorsque les cas sont positifs, il faut déjà annoncer au patient qu'il est positif ou bien il est atteint d'un cancer. À ce moment-là, le psychologue doit être là aussi pour pouvoir déjà accompagner à cette annonce. Il faut dire que, bon, ma collègue est là, je ne sais pas comment elle est si. Si. Les, C'est les, exactement ça. parfois, les médecins sont un peu démunis face à cette euh, Annonce. annonce. Oui, comment annoncer à la personne son statut, quoi, après des examens. Donc, le psychologue est là déjà pour commencer à regarder le patient, voir un peu à quel genre de personnalité nous avons affaire et puis commencer vraiment la prise en charge à ce moment-là. Dédramatiser le problème parce que quand on parle de cancer, on voit tout ce qu'il y a autour. Tout de suite, on voit la mort. Et puis donc, essayer d'emmener la personne à positiver en disant, ce n'est pas forcément la mort, c'est plutôt prendre sur elle de se faire accompagner par les soins, etc., etc. Et puis parler des risques de survie et de morbidité quoi qu'il y a autour de cette pathologie. Alors c'est vrai qu'on a la chance de vous avoir, de par votre spécialité, mais du coup, j'ai envie de dire que finalement, vous êtes vous aussi d'une certaine manière un petit peu amené à faire preuve de psychologie pour, Forcément. oui, pour accompagner dans le quotidien. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de le vivre, hein, mais est-ce que vous, dans vos différents services, hein, je pense que vous maîtrisez mieux l'environnement, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, le fait de pouvoir être accompagné éventuellement ou d'envoyer les patients se faire, consulter par un professionnel? Est-ce que ça rentre dans le cadre des choses que vous leur prescrivez? Effectivement, et c'est Mmh. exactement ce qu'elle a dit. Dès l'annonce de la maladie, il est impératif qu'il y ait un psychologue à la salle à l'annoncer. Je peux dire que c'est pratiquement obligatoire. Mmh. Parce que nous, les oncologues, surtout nous avons beaucoup de difficultés avec les sujets jeunes. Les personnes d'un certain âge, je pense que ça passe un peu mieux. Mais les sujets jeunes, nous avons du mal. Donc, comme nous n'avons pas de psychologue en place, nous-mêmes, on joue au psychologue parfois. Parfois, on fait des consultations de 1h30 Mmh. parce que tu vas annoncer la maladie. Tu vas évoquer tout ce qui a trait au traitement qui va être proposé. Les résultats attendus. Mmh. Une malade va pleurer dans ton bureau. Tu Mmh. dois la consoler. Après tout ce que tu as dit, elle va te dire qu'elle n'a rien capté. Tu recommences encore. Donc, tu peux jouer à la psychologue pendant 3 à 4 séances. Voilà pourquoi parfois on est démunis. On sent que là, on atteint nos limites. On n'a peut-être pas les bons mots. Donc, on passe la main au psychologue. Et dans tous les services de cancérologie, il y a un psychologue. Et nous en avons aussi chez nous. C'est élémentaire, c'est obligatoire. C'est quelque chose qu'on ne savait Voilà. pas nécessairement, mais c'est effectivement,
quasiment essentiel. Voilà, ça doit être obligatoire. Parce que parfois, nous n'avons pas les mots appropriés. Quand la psychologue voit le malade et le reste des petits trucs, on peut le faire. Mais le plus important, dès le début, dès l'annonce, il faut qu'il y ait un psychologue. Et là, Et là, j'ai envie l'acceptabilité d'abord de la maladie, l'acceptabilité des thérapeutiques qu'on va proposer. qui sont parfois très lourds et Voilà, bien ils sont sûr, très lourds. avoir un impact. Voilà, effectivement. Surtout pour les dames chez qui on va enlever le sein après, Mmh. c'est très, très, très pénible. Si. C'est très pénible. Il faut que les psychologues, c'est pas un seul suivi, hein, c'est des suivis répétitifs. Le psychologue établit son rythme d'entretien avec le patient ou la patiente. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire, quel est le rôle que peut jouer la cellule familiale du coup dans, dans l'accompagnement aux malades, dans le suivi du traitement, dans le reboosting, j'ai envie de dire, des patients? Quel est le rôle de cette cellule familiale ou même parfois professionnelle, hein? Parce que bon, c'est pas toutes les entreprises qui vont nécessairement, accepter de donner du temps à ces personnes pour se libérer et aller bon, chez AFG Bank Gabon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même, assez bien géré au quotidien, que ce soit par le service social, le service du capital humain ou encore, qui a mis justement à disposition cette spécialiste à nos côtés. Mais, heu, quel est le rôle de cette cellule-là pour accompagner, les patients au quotidien et les aider à vivre les différentes étapes de la maladie? Je vais me tourner vers le docteur Tout à Boungas, mais fait. après j'aimerais quand même entendre Alors, d'autres l'annonce d'une maladie comme le cancer est assez spéciale et la première décision revient au patient d'abord, lui-même. Alors, vous avez des patients comme ça qui refusent d'en parler à leur entourage, hein. Ah oui? Ah Mmh. si, il y a des patients qui C'est refusent d'en fréquent. parler à leur entourage Voilà. et qui préfèrent vivre ça seuls. Ou bien ils vont choisir 1 ou 2 personnes à la limite à qui ils vont le confier. Parce que il faut dire que c'est quand même quelque chose de assez lourd à porter avec tout ce qui peut tourner autour comme sentiment. Il y a la honte, il y a la culpabilité, parfois sans vraiment pouvoir l'expliquer, hein. Parce que quand on regarde comme ça un patient, on va lui dire, il n'y a aucune raison. Vous ne l'avez pas cherché, vous ne l'avez pas. C'est pas la même chose que lorsqu'on a des pathologies comme par exemple le VIH qui sont des pathologies honteuses parce qu'on pense toujours que c'est lié à un dérapage sexuel, bref. Mais lorsqu'on a des pathologies comme le cancer où ça vient de nulle part, enfin, ou bref, c'est toujours pas, il n'y a pas toujours de cause, voilà, on ne connaît toujours pas. C'est toujours difficile. Il y a tout un ensemble de sentiments qui vous passent par la tête et il y en a qui préfèrent donc garder le secret tout seul. Est-ce que Moi, ça viendrait pas, pardon, favoriser du coup la prolifération, mais le non, garder une ça thèse sensibilise justement bien sûr. votre Oui, je sais, immunité. exactement, Voilà, c'est ça, avec un parce que psychologique oui, complètement à plat, comment que voulez-vous porter ça toute aborder, seule, oui, c'est voilà, aborder la maladie avec donc tous les traitements qui vont avec. C'est justement une fragilisation bah, bien sûr. justement de sa personne en abordant tout seul. Justement, quand on a ce genre de pathologie, ce qu'on conseille, c'est ne pas s'isoler. Mmh. Il faut aller donc avoir un entourage familial. Alors, c'est peut-être la chance que vous avez. Je suis ici en tant que psy, mais je suis aussi une survivante. Ouh là là. J'ai eu un cancer du sein, mais vraiment qui est sorti de nulle part, comme je pouvais vous le dire. Mais la première chose, je me suis rendu compte quand j'étais dans des groupes de soutien, la première chose qu'on demandait, c'était: «Vous êtes seul? Vous revenez du Gabon, vous êtes seul?» «Non, non, non, je suis avec mes enfants». «Ah! Vous avez beaucoup de chance». C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ça entourée de mes enfants, mais j'avais plutôt du souci pour mon époux qui était seul ici. J'étais pas partie pour ça, j'ai été diagnostiquée et puis je suis restée pour le traitement. Donc c'était vraiment une souffrance pour lui qui était à distance, alors que moi, j'étais entourée de mes enfants. Au contraire, pour vous dire la petite histoire, c'est un de mes enfants que j'ai emmené en thérapie parce qu'il ne comprenait pas que je l'ai pris avec beaucoup de philosophie. Est-ce que c'est parce que j'étais psy? J'en sais rien. Mais il s'asseyait et me regardant en me disant: «Maman, ça va?» J'ai dit: «Oui, ça va». «Ça va, tu es sûre?» Il n'a pas arrêté de me poser la question et puis je lui ai dit: «Maman, qu'est-ce qui t'arrive?» Il dit: «Non, je pense que tu as un déni, quoi». Alors quand ça vient de quelqu'un qui n'est pas psy, vous comprenez un peu, ça a résonné dans ma tête. J'ai Bien dit: «Bon, attends, je sûr. crois que c'est lui qui est en souffrance là». Il me dit: «C'est pas normal maman, on parle du cancer et tu réagis comme si on t'avait annoncé que tu avais un palu quoi, que tu vas guérir demain». J'ai pas réagi et ça a été comme ça autour de moi.
Donc, pour vous dire que même la psychologue qui faisait le groupe de soutien, à un moment m'a appelé à côté pour me dire, excusez-moi madame, venez vers, qu'est-ce qui je voudrais savoir quelle est votre profession. Puis je lui dis: «Pourquoi?» Il me dit: «Mais parce que vous êtes particulière, depuis que je mène des ces groupes de soutien, j'ai jamais vu ça». J'ai dit: «Qu'est-ce que» il dit: «J'avais des questions, des réponses à côté de tout le monde». Quand on pose la question au premier groupe en disant: «À quoi vous avez pensé lorsqu'on vous a annoncé le cancer?» Tout le monde répondait: «La mort». Hein. La mort, la mort, la mort. Moi, je dis: «Je pensais à ma mère». Et puis comme ça a continué jusqu'au moment où elle était un peu, dégoûtée d'avoir ce patient qui passait à côté de tout. Peut-être plutôt surprise, moi je dirais, parce que bon, Oui, je c'est pas pense, elle a très été occasionnel. surprise, oui. Qu'à la troisième séance, elle m'a dit: «Non, venez s'il vous plaît». Et puis je lui dis: «Vous êtes, quelle est votre profession?» Je dis: «Je suis psychologue clinicien». Elle me dit: «Oui, vous auriez pu me le dire plus tôt». Je dis: «J'avais pas eu l'intérêt». Bon bref, pour vous dire, à ce moment-là, on demande à être entouré. Donc, je n'ai jamais su, j'ai voulu le faire pour voir un peu comment ça se passe au Gabon. Mais en France, c'est la première chose qu'on vous demande, même le gynécologue qui vous l'annonce. Parce que moi, c'était un gynécologue qui m'a fait mon bilan pour voir que j'avais un cancer. Elle commence par vous demander: «Est-ce que vous êtes seul ou bien vous venez avec quelqu'un pour prendre les résultats?» Parce que la solitude, c'est pas possible. On ne sait pas comment vous allez réagir, on ne sait pas, on ne sait pas. Effectivement. Donc, quand il y a pas de service de psy, on demande quand même que vous soyez accompagné. Mmh. Donc, c'est vous qui choisissez aussi la personne avec qui vous voulez être. Donc, l'entourage familial, non, c'est quelque chose de, D'essentiel. essentiel, Voilà. même si beaucoup ne même si les gens cherchent à le taire, mais il y a quand même une personne en qui on a confiance, qu'on va demander, qui va vous accompagner, quoi, à ce moment-là. Merci pour ce retour et merci pour ce témoignage, j'ai envie de dire. Parce que c'est important quand même de se dire que, ben, il y a des personnes qui réussissent à s'en sortir. Et tout Donc à ouais, fait, et je pense on va revenir là-dessus. Le dépistage précoce, je vous assure que c'est un atout. Donc, Octobre Rose, c'est vraiment la bienvenue, quoi. Emmener le maximum de personnes à aller se faire dépister. Encore que moi, je venais de me faire dépister, hein, j'avais pas de nodules apparents, effectivement. non? Mais c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de mammographie. C'était juste des palpations. Et même en faisant la palpation, vous n'avez Non, 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 pas de nodules apparents, surtout que j'en avais souvent quand j'étais ado, d'accord. mais c'était des kystes qui apparaissaient et qui disparaissaient, donc On fait pas forcément voilà. attention. Mmh. Et du coup, vous, docteur Halima, sur la même question, L'accompagnement ouais. familial, Oui, voilà, effectivement, j'avais 2 ou 3 éléments à ajouter. L'accompagnement familial a d'autres rôles aussi. Mmh. Vous savez, dans nos contrées, en Afrique, nous avons nos croyances aussi. Il ne mmh, faut pas négliger, nous sommes africains avant tout. Je suis qu'elle en croise. Pourquoi il y a des familles qui décident, des couples qui décident de garder ça pour eux, Oui, dans la stricte intimité familiale, pourquoi? Nous sommes africains, j'ai dit, j'insiste sur le mot là. On s'est dit: «Non, cette maladie n'est pas naturelle, elle n'est pas simple». toujours. On m'a dit: «C'est dû peut-être à telle personne». Plus j'en parle, plus je vais attirer le mauvais œil. Donc le couple préfère garder ça, ou elle ou il préfère garder ça simplement pour elle. Elle s'est dit: «Plus seul on parle à son frère, à sa sœur, à sa mère, et plus elle va vite mourir». C'est Mmh. que moi j'entends souvent en consultation. Oui, certains malades le disent: «Non docteur, je préfère ne pas en parler à mes sœurs. Je préfère garder ça pour moi parce que c'est des sorcières». On griffe, permettez-moi de dire le mot, on entend les mots, c'est réel. Mais sans oublier aussi qu'en dehors de ça, le soutien familial est important sur le plan financier. Vous savez que le cancer a un coût dans nos contrées. Pas seulement au Gabon, même en Côte d'Ivoire, chez moi, la santé, la prise en charge du cancer, ça a un coût, c'est élevé. L'assurance maladie ne couvre pas assez. Non. Donc, si tu t'entoures pas d'une bonne cellule familiale, de temps en temps, ils peuvent t'aider à faire les bilans complémentaires qui sont très coûteux. Les différentes analyses sanguines à chaque fois, avant chaque cure de chimiothérapie. Les cures de chimiothérapie qui ont un coût. Parfois, il faut voyager pour aller faire des traitements complémentaires à l'étranger. Donc, si tu n'as pas ce soutien familial, ça serait un peu embêtant. Mmh Donc, en mh. particulier en Afrique, je pense qu'on doit insister sur le soutien familial. Vraiment l'accompagnement familial, pas en mal, mais parfois il peut aussi nous être utile. mmh.
Voilà. Aussi bien sur le plan psychologique que financier, Voilà. très bien. C'est vrai qu'on est dans Octobre rose, hein, on voit bien aussi la petite déco qui a été faite. Octobre rose, je pense parce que principalement lorsqu'on parle de ces cancers-là, on voit, bah, les femmes. Mais j'aimerais quand même qu'on évoque le point des hommes parce qu'ils sont aussi, eux, tout aussi touchés par Bien ces 2 sûr. maladies-là. Non pas seulement parce qu'ils pourraient avoir mère, sœur ou autre, mais vraiment en tant que patient, ils pourraient être aussi affectés. Comment est-ce que ç ça se traduit chez eux et surtout, hem, quelle est la proportion d'hommes que vous avez potentiellement dans vos patients, pour ces causes de cancer-là? D'accord. Donc ça, c'est une très belle question. J'aime bien la question parce que beaucoup de gens nous posent ces questions-là. Oui. Vous savez, on commence à voir par le sein. Les hommes font des cancers du sein. Mmh. Les hommes ont des glandes mammaires. C'est petit, c'est vrai, mais il y a du tissu mammaire, les lobules, ils ont des canaux, ils ont des tissus graisseux, ils ont des muscles, ils ont un mamellon, ils ont une aréole. Donc, les hommes font du cancer du sein, mais c'est rare chez les hommes. C'est très rare. Les hommes font du cancer, mais c'est très rare. Si, par exemple, 10 femmes, tu auras peut-être un seul homme. Sinon, ça existe. Mais pour le col de l'utérus, les hommes ne font pas de cancer du parce qu'ils Non. n'ont pas de col de l'utérus. Mais J'avais le peur. virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus peut entraîner d'autres types de cancers chez les hommes. Le D'accord. même virus, le HPV, qui Mmh. entraîne le cancer du col, il peut entraîner les cancers du pénis chez les hommes. La verge, en Mmh. français, Mmh voilà, il ne faut mh. pas parler de gros mots français compliqués. Cancer de l'anus. Au niveau de l'anus, le HPV entraîne des cancers. Les cancers de la gorge, qu'on appelle les cancers de voie aérodigestive Mmh. supérieure, tout ce qui est cavité buccale. Les cancers de la zone du pourtour anal, entre Mmh la mh. région de l'anus et la région des organes génitaux, au milieu là. Si, si. Voilà. Donc le même virus peut entraîner des dégâts à ce niveau-là. Ça Ah, fait quand même 4 types de cancers et je suppose que c'est tout aussi ravageur pour un homme, bien ces sûr, cancers-là. bien sûr, c'est les mêmes conséquences. Mmh. Voilà. Les mêmes signes cliniques, la même gravité. Voilà, donc je peux dire, c'est les mêmes caractéristiques. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez la possibilité de nous partager quelques évolutions qui ont été faites en termes de traitement, en termes d'accompagnement même, des patients au niveau local ou même à l'international, peut-être régional ou plus largement, dans le cadre du traitement, de l'accompagnement de ces cancers-là? Moi, je parlerai plutôt du volet thérapeutique. Vous Mmh. savez que plusieurs traitements sont proposés pour traiter les cancers, Mmh. aussi bien que ce soit le sein ou le col de l'utérus. Le premier traitement reconnu, que tout le monde cite le nom à tout bout de champ, c'est la chimiothérapie. Mmh. C'est des perfusions de médicaments qu'on va faire passer dans la veine pour aller détruire les cellules cancéreuses. Donc, en dehors de la chimiothérapie, nous avons la chirurgie, qui est le traitement de référence de première intention des cancers en général. Donc, quand la patiente ou le patient arrive à un stade précoce, Mmh. il peut avoir accès à la chirurgie. Donc, la chirurgie fait partie des moyens thérapeutiques. Oui. En dehors de la chirurgie, nous avons la radiothérapie, qui est un traitement par des rayons. Ce sont des rayonnements qu'on va administrer sur la zone tumorale, sur le lit tumoral, pour aller détruire les cellules tumorales résiduelles, pour éviter que ce cancer repousse de Mmh. nouveau au même endroit. Donc, en dehors de la radiothérapie, il y a aussi des thérapies ciblées. Et sont-elles les thérapies innovantes? Thérapie ciblée, pour dire qu'ils vont cibler une composante de la cellule malade. La chimiothérapie attaque toute la cellule. Or, la thérapie ciblée va cibler, par exemple, je prends un exemple, lui va aller au niveau de l'ADN, Mmh. aller agir sur une protéine spécifique, ou aller dans le cytoplasme, agir sur une protéine en particulier, déréguler et avec des conséquences plus tard, destruction de la cellule. Voilà. Donc, il y a des thérapies ciblées en Afrique, on va pas se mentir. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, ces thérapies ciblées ne sont pas faciles d'accès parce que les procédures de fabrication sont longues et nécessitent de gros moyens financiers. Donc, quand ça arrive en Afrique, chez nous, ça coûte beaucoup plus cher. Bien sûr. C'est l'ordre des millions. Il y a des flacons qui coûtent 3 millions, 4 millions. Oh, le malade a besoin de 2 à 3 boîtes par cure. Et l'assurance maladie ne couvre pas assez. Donc, voilà pourquoi en Afrique, les thérapies ciblées sont un peu mystifiées. Mais au Gabon, nous avons la chance. Nous avons notre assurance maladie universelle qui fait des efforts depuis plusieurs années pour prendre en charge quelques thérapies ciblées à hauteur de leurs moyens. Quand c'est acceptable, ils le font, mais nous, médecins, on a obligation de moyens.
Lorsqu'il y a l'indication, il y est, on presse au malade en expliquant que ça peut coûter très cher, mais fais l'effort avec ta famille, tu accèdes. Mais s'il n'a pas, on ne baisse pas les bras, on lui propose d'autres thérapies pour essayer de le garder le plus longtemps possible en vie. Voilà, sinon, nous avons accès aux thérapies innovantes au Gabon. Bah, c'est très Mm. bon à savoir. Alors, Et je suis, excusez-moi, je suis vraiment surprise et puis ravie d'entendre qu'on y accède. oui, D'autant plus que je voulais y revenir, que les cancers masculins dont elle a parlé, j'ai eu 2 cas de cancer du sein dans mon cabinet, masculin, hein. Mais je vous assure, les gens y arrivent très tard parce que diagnostiqués très, très tardivement. Effectivement. Pourquoi? Parce que les gens n'y pensent pas. Effectivement. On traite les symptômes, on cherche partout. Personne ne va imaginer que ça peut être comme un oui, cancer effectivement. du sein. C'est pas suffisant Alors, non, regarder non, non, cet non, aspect-là, oui, non. malheureusement. Et donc, en concernant les cancers du sein dont elle a parlé, je crois que le gros problème est là. Ils arrivent toujours à être diagnostiqués assez tardivement. Effectivement. Et quand c'est diagnostiqué tardivement, le plus souvent, C'est le stade de justement, chimiothérapie, parce qu'on aura dépassé le stade de la bon, chirurgie. vous voyez, Plus le cancer est diagnostiqué à un stade tardif, plus les moyens oui, thérapeutiques seront lourds. Et le voilà, résultat attendu tout à est fait, parfois médiocre. exactement. Voilà. C'est quand même dommage. Alors pour, je parlais du cancer du sein quand même, je Mhm. trouve assez, étrange. Quels sont les comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Parce qu'on est quand même là aussi dans le cadre de la sensibilisation. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que spécialiste, pour essayer de pallier au mieux? Est-ce qu'il y aurait une hygiène de vie particulière à avoir? Est-ce qu'il faudrait, automatiser l'autopalpation? Est-ce qu'il faudrait davantage sensibiliser au-delà d'octobre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer de faire, reculer au plus, la maladie? Je parle du cancer du sein parce que voilà, mais ces maladies, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire de plus? Non, moi je pense, à mon avis, que la sensibilisation est de mise. Il faut vraiment élargir la sensibilisation à tous. C'est pas seulement dire les cancers du sein concernent les femmes. Ça doit être une sensibilisation de tout le monde. Bon, vous allez me dire, c'est des formations professionnelles. J'ai toujours travaillé sur le genre, pour dire que le genre, c'est pas seulement les femmes ou les hommes. Le genre concerne tout le monde. Bien sûr. Donc, élargir vraiment les séances de sensibilisation et d'information. Ce que le médecin est en train de dire là, moi j'apprends ça, hein. C'est-à-dire que oui, le papillomavirus qui est responsable des cancers du col de l'utérus et autres, Qui touche aussi d'autres touche aussi les hommes. les Et à femmes, quel, oui. vous voyez les zones? Ça Je fait oui, pense que si les hommes sont sensibilisés dans ce sens, ils prendraient sur eux d'aller se faire dépister le plus souvent Effectivement. possible. Donc, je pense qu'il faut élargir la sensibilisation, informer les gens sur ce genre de cancer et sur les modes de contamination. j'aimerais qu'on parle maintenant quand même Oui, du dépistage. Comment est-ce qu'il se passe chez l'un comme chez l'autre? Que d'accord. ce soit pour le cancer du sein, que ce soit D'accord. pour le cancer du col de l'utérus. Je sais qu'il y a de plus en plus dans les entreprises, c'est déjà très démocratisé au sein des entreprises, hein. Chez FG Bank Gabon aussi d'ailleurs, Mhm. tous les ans, les employés, hommes comme femmes, ont droit à ces dépistages-là offerts. Maintenant, je sais que d'autres entreprises le font. J'ai eu la Mhm. chance de passer par 2-3 autres boîtes et c'est quelque chose d'assez bien démocratisé, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement dans le monde du travail ou qui D'accord. sont, dans des structures qui ne permettent pas nécessairement d'accéder à ces soins-là. Comment s'effectue le dépistage, que ce soit pour le cancer du sein ou celui du col de l'utérus? Pour l'homme comme pour la femme. D'accord. Mais là, Je vraiment, commencerai d'abord, s'il vous ouais, plaît, vous allez continuer parce que vous êtes assez spécialiste dans le sens même des dépistages. Mais moi, je dirais quand même qu'au Gabon, c'est assez spécifique. Mmh. Octobre Rose est quand même mené au niveau gouvernemental. effectivement. C'est-à-dire On a que, cette chance-là, oui. ah si, 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 les sensibilisations, le dépistage se fait déjà insufflé par le ministère de la Santé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été conseiller chef de département à la primature. J'étais chef de département genre, famille et autres. Donc, j'organisais les séances de sensibilisation, que ce soit Octobre Rose ou Novembre Bleu, Mmh. tous les mois. Ça veut dire que vous, institution, genre primature, je fais la demande que je veux que vous passiez dans
mon service à tel moment. Eux, ils me programment. Donc, j'organise l'événement au niveau de mon ministère. D'accord? Et la date prévue ou bien la semaine, ils viennent avec leur caravane, ils se mettent là et tous les employés sont tenus de venir se faire dépister. Et ça va se faire comme ça dans tous les ministères. Et je pense que ça continue dans le même sens. Oui, c'est quelque chose Avec qui a quand même bien ah pris si, au si, niveau des si, je pense structures, que ça a été vraiment c'est bien c'est bien organisé. démocratisé. Et même maintenant, ils ont eu un nouveau, concept là, de le faire, vous allez peut-être m'en dire plus, à chaque, au mois de naissance, où on vous appelle à vous dépister à chaque mois d'anniversaire ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui passe à ce moment-là, je n'ai pas encore bien compris le concept. Oui, c'est-à-dire que le dépistage ne se fera plus seulement en octobre rose, Dépistage organisé. organisé, voilà. Je vais en venir. Et ce sera maintenant à date anniversaire ou ce sera gratuit ou Parce je que sais le pas moi. dépistage, il y a deux grands groupes, Voilà, organisé et individuel. et Mais tout va individuel, dépendre tout à fait. des facteurs qui Et donc, ils sont en train de mettre ça en place. Je pense que quand même, on est bien organisé dans ce sont. sens-là. Le problème, ce sera maintenant peut-être La sortir mobilisation. ça des mois dédiés là, hein, Effectivement. octobre, novembre, et puis l'étaler dans toute l'année ou je sais pas moi Surtout comment qu'en ils plus, vont. ça concentre le travail auprès des structures sur une période assez courte Voilà, et qu'après, ben, dommage, malheureusement, ils ne sont pas sollicités alors qu'ils peuvent accompagner au-delà de ces périodes-là. Ok. Donc, c'est non? moi, j'aime bien la question. J'aime bien qu'on parle de dépistage parce que c'est ça le vif du sujet. Eh oui. En fait, quand on parle de tout, si vous regardez même la définition d'Octobre Rose, la définition proprement dit, c'est un mois, c'est une campagne de sensibilisation annuelle qui est destinée à sensibiliser la population sur les La- cancers du sein en général et du col de l'utérus. Et ça existe depuis 1985. Oui. Ça fait 40 ans que ça existe. On a l'impression Que c'est hier? que c'est hier, en fait. Voilà. Ah ouais, ça fait 40 ans que ça existe. Donc, quand on parle de dépistage, il y a deux grands groupes de dépistage. Il y a le dépistage organisé qui est fait, comme elle l'a dit, qui est organisé de manière gouvernementale. Donc, chaque mois, octobre rose, on met les rubans roses pour expliquer que non, le cancer, ce n'est pas une fatalité. Non. Donc, la peur n'empêche pas la maladie. Mm. Donc, on est tous contents de porter le ruban rose. Moi, se fait dépister. Mais en dehors de ce mois-là, il ne faut pas seulement se dire que, bon, comme je n'ai pas eu de cancer, ce mois-là, je m'assois. Non. Dépistage, là, c'est dépistage organisé. Donc, le dépistage organisé recommande quoi? Que ça s'adresse à une certaine population de dames. On nous dit en général de 50 ans à 74 ans. Dépistage organisé. Et quand vous regardez bien ces chiffres-là, c'est des chiffres des pays occidentaux. Mais attention, nous, on est en Afrique. Les caractéristiques du cancer du sein en Afrique sont différentes des caractéristiques du cancer chez la femme occidentale et chez la femme américaine. Nous, les femmes africaines noires, nous avons des cancers agressifs, qui ont un profil moléculaire qui est assez particulier, qui font en sorte que parfois nous ne répondons pas du tout aux chimiothérapies, aux récidives précocement. Il faut avoir l'impression que les cancers en Afrique, on ne le guérit pas. Je sais que surtout beaucoup de gens le disent. Parce que nos caractéristiques sont différentes des cancers du sein en Occident. Nous, en général, 40 ans, on fait des cancers. 26 ans, on fait des cancers. En Occident, c'est beaucoup plus tardif. Tout à Donc, fait. nous, les Africaines, on ne doit pas se baser sur ces normes d'attente 50 ans jusqu'à 74 ans. Donc, nous, dès 40 ans, on doit déjà se dire, bon, comme elle l'a dit pour l'anniversaire, on doit se dire que quand j'aurai mes 40 ans pile poil, je dois m'offrir comme cadeau d'anniversaire une mammographie. C'est ça, en fait, le concept. C'est mon premier cadeau d'anniversaire. Je vais voir le médecin, gynécologue ou un généraliste ou même un oncologue si je veux, qui va m'examiner. Donc, l'examen clinique. Le dépistage commence par quoi? L'examen clinique des seins. C'est le gynécologue qui va bien examiner vos seins. Et après, il va demander des examens complémentaires, notamment la mammographie qui est la radiographie des seins. C'est juste la radio des seins. On met le sein sur 2 plaques, on fait la photo pour voir s'il n'y a pas de lésions suspectes à l'intérieur. Il ne faut pas attendre que la maladie s'installe. Le dépistage empêche en fait d'arriver au stade de cancer. Oui. Donc, détecter les lésions inapparentes. Ça, c'est organisé. Individuel, c'est comme j'ai dit pour nous les Africaines. C'est au cas par cas. Si j'ai un antécédent familial de cancer du sein, je ne dois pas attendre. Tout à fait. Octobre rose. Je dois aller de manière régulière, tous les 6 mois si possible. Je suis un gynécologue pour dire que j'ai ma mère qui a un cancer du sein ou ma grande soeur, donc je fais attention à mes seins. Ça, c'est dépistage individuel. Et pour le cancer du col de l'utérus également, le but, c'est quoi? C'est d'empêcher d'arriver au stade cancer. Le dépistage, c'est ça son rôle. Je dois détecter les lésions qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Parce que l'histoire naturelle du cancer du col, c'est quoi? Pour qu'il s'installe. Quand on voit un cancer du col à l'instant T, il ne s'est pas installé à l'instant T, hein. L'histoire naturelle est longue, de 10 à 20 ans en C'est ça. moyenne. Donc, quand je vois un col délabré, Mmh il mh. a commencé en moyenne 10 ans auparavant, Oui. ce qui laisse un long délai au dépistage. Mmh. Vous voyez? Et Dieu merci, c'est un organe qui est accessible au Mmh. dépistage, tout comme le sang. Quand on incite les femmes à venir se faire dépister, on fait des colorations spéciales. On met des colorations, on regarde s'il y a des transformations au niveau des colorations. Si les Mmh. colorations sont anormales, j'ai dit attention, Mmh. il y a une zone suspecte. Ça ne veut pas dire que tu as le cancer, non. Ça veut dire que j'ai une zone qui est déjà suspecte. Donc je dois compléter par un examen. Le frottis. Les gens ont peur du frottis parce qu'ils ne veulent Oui. pas qu'on les mette des spéculums. Il faut mettre les spéculums, il faut aller regarder, il faut aller prélever des cellules, les étaler sur des lames, déposer au labo. Le labo nous dira que, ah, attention, j'ai des zones suspectes. Bien sûr. Là, ça va guider ma biopsie. Et si jamais c'est une lésion qui est débutante, vous voyez que les traitements qu'ils vont te proposer seront minimes. Et elle aura une vie normale, celle-là. Elle va conserver son organe. Mais si elle ne vient pas se faire détecter à des stades précoces, Mmh. elle arrive à des stades précancéreux, après stade cancer. Cancer. Vous voyez que la prise en charge va être lourde. Elle va réduire ses chances de guérison. Mmh. Mmh. Alors là, on était vraiment dans le cadre du dépistage pour les femmes. Qu'est-ce qu'il en est du dépistage pour les hommes? Comment est-ce qu'on le détecte? Enfin, comment est-ce qu'on détecte l'un ou l'autre de ces cancers-là? Où est-ce qu'ils doivent aller pour se faire parce qu'on a quand même des hommes aussi qui nous regardent, on l'espère. Où est-ce qu'ils peuvent aller pour se faire dépister, pour vérifier que tout est en forme, tout est en place, pardon, qu'il y a pas de problème? Et comment est-ce que fonctionnellement ce dépistage se fait? Parce que je suppose que pour la femme, c'est assez clair, enfin, Et jusqu'à nous. ouais, Mais pour les hommes, ça va pas aussi, nécessairement être la même pratique. Comment est-ce que ça se passe? effectivement, chez les hommes, c'est différent. Parce que quand on parle d'octobre au dépistage collectif, Mmh. en général, ça s'adresse aux femmes. Exactement. Les hommes, c'est différent. Si Mmh. l'homme peut-être pense qu'il a un nodule suspect Mmh. dans son sein, il peut profiter d'Octobre Rose aussi, aller voir le gynécologue qui va faire l'échographie, mais pas la mammo, cette fois-ci, c'est l'échographie que L'écho. lui fera. Et s'il y a des zones suspectes, on fera la biopsie. Mmh. Mais vu que l'homme n'a pas de col de l'utérus, on ne peut pas aller au niveau Oui, du bien col. sûr. Mais il peut se faire examiner par l'urologue pour voir s'il n'a pas des lésions dues au HPV. Je vous ai dit que le HPV peut entraîner le cancer du col. Absolument. Pas forcément des cancers aussi, des tumeurs bénignes, les condylomes. Mmh. Il y a des personnes qui ont des condylomes au niveau de l'appareil génital, comme des petites bulles au niveau de la verge, au niveau de la base de la verge, au niveau du pourtour anal. Et ces lésions sont contagieuses, ils sont riches en HPV. Donc l'homme peut décider en dehors, donc, puisqu'il n'est pas concerné par Octobre Rose, il peut décider d'aller voir l'urologue pour dire que, ah docteur, j'ai des bulles au niveau des régions génitales. Le docteur va faire des prélèvements, des écouvillonnages, les déposer. Si jamais le germe est identifié, ils vont le traiter. Mmh. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il doit attendre de voir ou d'identifier des lésions pour aller chez l'urologue? Ou est-ce qu'il peut, de manière, comme on encourage les femmes à le faire, hein, de Mmh. manière, spontanée, se rendre chez un spécialiste pour vérifier? Heu, Normalement, oui. oui. Toutes lésions suspectes sur notre corps, on ne doit pas s'asseoir là-dessus. Mmh. Puisqu'ils n'ont pas un mois spécial octobre rose, eux, c'est Non, novembre non. bleu et c'est la prostate. Mais il peut profiter aussi de novembre bleu. L'urologue ne va pas seulement regarder la prostate au toucher. Il va s'examiner la verge, il va regarder le pourtour anal. Mmh. Mmh. Donc, eux, je peux dire que novembre bleu leur concerne un peu pour ça. Bien sûr. Très Voilà. bien. Mais D'accord. écoutez, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même poser une dernière petite question sur, l'interaction, la façon dont parce qu'on parle, quand même d'un cancer qui, comme on l'a évoqué, malheureusement est généralement pris tardivement. On a des chances de guérison, mais qui peuvent parfois avoir un impact particulier sur la reconstruction des uns et des autres. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on gère, l'aspect, d'annonce à ses proches pour ceux qui acceptent de le faire? Comment est-ce que, quels sont les mots qu'on peut utiliser pour parler de ça à un enfant, par exemple, à un conjoint? Assez proche parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. C'est vrai, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure par votre propre expérience, lorsqu'on demandait à ces patients-là: «Quelle est la première image qui vous est venue en tête lorsqu'on vous a annoncé votre cancer?» C'est la mort. Mmh. Donc effectivement, on a peur d'annoncer la mort potentielle à ses proches, mais comment s'y prendre lorsqu'on est mère ou père et qu'on doit aller vers, ses proches, ses enfants ou autres pour le dire? Surtout les enfants, parce que je pense que c'est quand même un discours qui doit pas être aisé à avoir, mais comment est-ce qu'on quels sont les conseils que vous pourrez donner? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour rendre la chose moins difficile et moins brutale?
Alors je vous assure que c'est pas du tout aisé, hein. Par mon expérience personnelle, bon, j'ai pas eu beaucoup de mal parce que, je sais pas comment j'ai pris ça en tout cas. Je pensais pas à la maladie et puis bon, en tant que psychologue, je crois que je l'ai expliqué. Mmh. J'ai dit à mon fils que c'était pas un déni en fait. J'étais consciente du fait que j'avais un cancer, mais sauf que j'étais préoccupée par les finances. Mmh. Vous comprenez? Ça occultait complètement Le reste. le reste. Ouais. Et ça vient aussi par le fait que, vous savez, vous succombez à quelque chose aussi lorsque vous souffrez, vous comprenez? J'ai mal quelque part et puis on fait des examens et on trouve la cause de mon mal. Or, j'étais en parfaite santé, j'avais pas de symptômes, j'avais rien et puis on m'annonce comme ça un cancer. Franchement, je n'ai pas intégré ça. J'ai plutôt pensé à comment je me soigne. Je suis enfant, je n'ai plus de sécu, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, si vous voulez, le côté financier a occulté le fait que je sois malade. Donc, j'ai pas eu de souci à le dire à mes enfants. Est-ce que aussi c'est parce qu'ils étaient grands? Parce que ma fille avait 2017, 22 ans, la dernière. Donc, c'est des grands garçons et filles. Mon aîné avait oui, 27 ans. Donc, ça a été, vraiment, c'était pas là le problème. Mais quand j'ai entendu d'autres, parce que je n'ai pas eu ce problème avec des patientes, mais quand j'ai entendu d'autres dans le groupe, c'était assez difficile. J'ai eu des patientes avec qui j'étais dans mon groupe, qui n'avaient jamais même pas en parlé à leur époux. J'ai gardé le secret dans mon foyer. Je n'arrivais pas à en parler à mon époux. Surtout que jusqu'à ce qu'il y ait la décision finale, c'est-à-dire qu'au moment où il y a la chirurgie, où on dit qu'il y a rien à faire, il y a une ablation du sein. C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit: «Bon, je pense que là, au lieu de le mettre sous le fait accompli, on va en parler». Donc si vous voulez, c'est toujours nouvelle, difficile à annoncer. Ça doit être compliqué. Donc je sais même pas s'il y a des non, ça doit venir spontanément, vous le faites comme ça vient. Quand ça ne c'est pas encore là, ben, ne le faites pas. C'est toujours difficile. Moi, je connais des patients qui n'ont jamais rien dit à leurs enfants. Elles ont enduré ça toutes seules, en les protégeant, hein. Mmh. Surtout est-ce qu'ils ne vont pas supporter le fait que c'est peut-être une maladie qui va m'emporter. Mmh. Comment ils vont vivre avec en attendant que le pire arrive? Donc il y en a qui acceptent, qui prennent sur elles de vivre ça seules. En plus de ce qu'elle a dit, hein, le regard de l'autre, l'œil, le mauvais œil, et cetera, et cetera. Quand on rentre maintenant dans les considérations, Culturel. voilà, culturelles, africaines, je ne vous le dis pas. Mais sinon, c'est quand même assez difficile parce que d'abord pour soi-même, par rapport à son époux, j'ai compris la dame, hein. Est-ce que c'était, comment son époux la regardait? Elle-même, comment elle vit cette image-là de, Malade. oui, malade, mutilé, mais bien sûr, c'est des, réflexions qui viennent. Comment il va me percevoir? Comment? Donc, Mmh. maintenant en matière j'avoue que je n'ai pas encore fait le point, qu'est-ce que ça devient? Parce que je pense qu'il doit y avoir quand même des divorces dans les couples aussi, hein, parce que le mari ne supporte pas ou la femme elle-même. En général, les maris ne supportent pas. Voilà et Ah. parfois même la femme elle-même qui préfère ne pas je ne veux pas qu'il ait pitié, qui prend la décision de partir du couple. C'est des choses auxquelles on Non, c'est des ouais. situations, je vous assure, assez difficiles quand on regarde l'après, surtout quand il y a eu ça, alors qu'il y en a qui abordent ça avec beaucoup D'aisance. d'aisance et puis qui vont vers la reconstruction mammaire, avec tout ça, ils abordent ça en couple, mais il y en a aussi, non, c'est Le le point de chaos. rupture. Si, si. Bah, du coup, moi, j'aimerais quand même qu'on clôture sur, sur les bonnes pratiques pour s'éviter d'en arriver là, parce que c'est quand même des maladies qui ont un impact réel, que ce soit sur, la perception qu'on a de soi, sur la perception que les autres ont de nous, sur le quotidien, parce que ça bouleverse quand même de devoir faire, toutes ces, tous ces soins, qui sont lourds et pas faciles à vivre Très au lourd. quotidien. Donc qu'est-ce que vous préconisez l'une et l'autre pour,
On a parlé de la sensibilisation, on a parlé du dépistage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait prendre en compte pour essayer vraiment de pallier à la situation, d'éviter d'en arriver là? Qu'est-ce qu'on pourrait, conseiller aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a déjà pu évoquer? D'accord. Mais moi, je commencerai parce que le docteur va bien étaler, mais sinon, je pense qu'on en a déjà parlé, hein, Oui, dans la prévention. C'est ça, la prévention. mmh, Parler de tout. Faut pas qu'il y ait des tabous. Surtout, moi, effectivement. je dis dans les familles. Parce que je me souviens, si je vais à l'hôpital, d'abord, j'accompagne ma fille qui a un nodule dans le sein et et puis, c'est la question que le médecin me pose en premier. Est-ce qu'il y a un cancer? Il y a des cancers du sein? Il y a eu des cancers du sein dans la famille? À ma connaissance, jamais. Mmh. Il n'y a jamais eu. Mais Cause du manque de oui, de transparence sur le voilà, sujet, oui. je pense que ça, c'est des choses qu'on doit parler dans la famille, en famille. Moi, je vois ma fille, elle n'avait pas de problème avec son nodule et aussi gros qu'il était, le médecin lui a seulement dit: «Non, si ça vous gêne, je l'enlève». Mais elle a mis 1 an ou plus avant d'aller le faire enlever, hein, parce elle est restée avec ça, quoi. Si maman a eu un cancer, c'est que j'ai un cancer. J'ai dû l'en dissuader en disant: «Non, tu as entendu le médecin, on t'a fait des biopsies, on a tout fait, il est anodin. Donc t'inquiète». Je suis sûre que par rapport à ça maintenant, elle prendra sur elle d'en parler, sûrement à sa descendance, autour d'elle, et puis je pense que le problème, il est là. Surtout parler de ça, qu'il n'y ait pas de tabou, en fait. Avec maintenant tout ce qu'on peut avoir maintenant, hein, faire attention à tout ce qu'on dit aussi, hein, l'alimentation, les alcools, le tabac et puis voilà, quoi. Éviter les sources de stress Eh beh, aussi. ah oui, bah, par contre C'est pas ça, là, on c'est ça ce paraît qu'on dit, automatique, mais oui, mais au moins prendre l'habitude aussi d'en parler. Justement, c'est ce qu'on dit aux gens, que le rôle du psychologue dans la société. Jusque-là, les gens ont du mal. Mais lorsqu'on vient voir un psychologue, moi, c'est mes patients, c'est le colo au quotidien. «Ah madame, je savais que ça allait me soulager autant. Mais comment vous êtes arrivée là?» «Ah non, c'est une copine qui m'a dit: "Écoute, arrête de me raconter tes histoires, va voir un psy"». Elle est bien placée. Donc pour vous dire, et c'est ce que je dis à mes patientes aux patients quand ils arrivent, il dit: «Vous savez, oh oui, mais j'ai parlé à mon entourage». J'ai dit: Non, je ne veux pas parler de mes problèmes personnels». Je dis: «Mais justement, le psy, c'est là, est là pour ça. Je vous connais pas, c'est un terrain neutre, anonyme. En plus, vous avez la confidentialité, pas de jugement. il y a pas de De jugement, il y bons a conseils rien». aussi pour Et travailler puis la personne s'éclate, elle sort, je n'en avais jamais parlé. déjà. «Oh, vous ne savez pas comment j'en sors. Je sors d'ici, légère». J'ai dit: «Bon, allez-y dire aux autres que le psy, c'est fait pour ça. C'est pas pour la folie forcément». En plus, la folie, le plus souvent, c'est plus vous-même qui venez, c'est quelqu'un d'autre qui vous emmène. La police et la psychiatrie. Oh oui, beaucoup plus. Alors merci beaucoup docteur Bunga pour cette intervention. Docteur Halima, un mot de fin et qu'est-ce qu'on pourrait, conseiller de plus D'accord. pour encourager à Mmh. se faire dépister et aider peut-être à faire reculer ce classement-là, ces cancers de rang? Quand on dit dépistage octobre rose, Mmh. c'est quoi? C'est d'éviter d'arriver au stade de cancer. Il faut que les gens retiennent ça. Dépistage octobre rose. Mmh. Mmh. Parce que beaucoup confondent la fanfaronnade, on s'habille en rose, on va tout le temps. Non, on veut éviter d'arriver au stade de cancer. On ne veut plus voir les dames arriver à des stades de cancer. Donc ça passe par quoi? Pour le sein, en résumé, Mmh. l'autopalpation, soi-même à la maison, c'est le premier maillon pour éviter le cancer. Je m'autopalpe à la maison Mmh. avec les techniques qui sont largement décrites, qu'on vous décrit tout le temps. Si j'ai un nodule suspect, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un spécialiste d'organes. Donc l'autopalpation, c'est très important. Qu'on détecte une lésion à un stade précoce. Et en dehors de ça, elle a dit lutter contre les facteurs de risque connus. Il y a des facteurs de risque qui sont connus qu'on peut modifier. La sédentarité pour les cancers du sang. Mmh. Je mange, je me goinfre, je suis devant la télé, je grossis. Ça, c'est pas bon. L'obésité, c'est un facteur de risque des cancers du col. Il faut lutter contre les facteurs de risque. Il faut lutter contre le tabagisme, l'alcoolisme, si possible. Le cancer du col de l'utérus. Pour résumer, c'est la même chose. Si je ne me fais pas dépister, si je ne vais pas vers un spécialiste qui me détecte peut-être des lésions précancéreuses pour éviter que j'arrive au stade de cancer. Et l'autre mode de prévention, c'est quoi? C'est la vaccination. Donc, en résumé, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que son cancer s'installe.
il faut éviter qu'il s'installe. En passant par quoi? Le dépistage, Tout la à fait. sensibilisation. Bah, merci docteur Halima pour ce mot de fin. Merci encore docteur Bunga pour le temps, pour les bons conseils et toutes les informations que vous nous avez partagées aujourd'hui. Alors nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous espérons qu'il a pu vous apporter des réponses, qu'il a pu vous orienter dans les choix que vous ferez désormais. Alors, Octobre rose, oui, un mois de sensibilisation, un mois de prévention, un mois de dépistage, mais pas seulement. Au-delà d'Octobre rose, il y a plein d'autres mois durant lesquels vous avez la possibilité de faire tout ça. Alors, mesdames, messieurs, n'attendez pas. Allez voir un spécialiste et à très bientôt, nous l'espérons, sur la chaîne de FG Bank Gabon pour d'autres sujets que nous pourrons évoquer avec d'autres spécialistes. Merci, au revoir.